Le contenu des vidéos que vous allez voir va traiter du rayonnement et de la thermodynamique de l'atmosphère. La première partie est sans doute une révision pour beaucoup, mais cette première vidéo va présenter les définitions utiles de paramètres essentiels à ce cours. On verra en point numéro 2 les lois du rayonnement, peut-être encore une révision, en 3 des applications climatiques, et enfin on parlera de la thermodynamique atmosphérique. Chaque partie fera l'objet d'une ou plusieurs vidéos qui seront postées les unes après les autres. Première définition de la liste, le flux énergétique grand F dont l'unité est en watts. C'est aussi la puissance émise dans tout l'espace par une source de rayonnement. On utilisera ces deux termes dans cette vidéo. Un exemple simple, c'est l'ampoule à filament dont la puissance est par exemple de 60 watts. On retrouvera cette ampoule tout le long de cette vidéo qui va rayonner dans un espace que l'on va définir par l'angle solide. Cette puissance ou flux énergétique est un peu plus faible en fait que la consommation électrique moyenne de l'ampoule. Donc les 60 watts n'équivaut pas à la consommation électrique de cette ampoule. Et la définition de l'angle solide, c'est l'ouverture du cône formée par les demi-droites joignant l'œil au contour d'un objet, et c'est égal à 4π fois le rapport entre la surface du disque grand S de l'objet projeté sur une sphère de rayon grand R, dont l'œil est le centre, et la surface de cette sphère qui est égale à 4π fois R au carré. Oméga est donc égal à S, la surface, divisé par R au carré. Et pour l'angle solide élémentaire, il est défini pour un élément de surface correspondant à des variations très petites des angles θ et φ, qui sont nommés ici dθ et dφ, et on obtient dω est égal à sinus θ fois dθ multiplié par dφ. Prenons quelques exemples. Calculons par exemple l'angle solide sous lequel est vu le Soleil depuis la Terre. Le rayon du Soleil est estimé à 700 000 km. La distance Terre-Soleil est de l'ordre de 150 millions de kilomètres, c'est pas rien. On obtient un angle solide de l'ordre de 6,8 10-5 stéradians. De même, l'angle solide sous lequel on voit la Lune depuis la Terre est de l'ordre aussi de 6,5 10-5 stéradians. Et si on fait le même calcul avec une pièce de 1 euro à 1,80 m de distance, eh bien on trouve le même angle solide. Ceci est à réfléchir. Voyons maintenant ce qu'est l'intensité énergétique. Son unité est le watt par stéradian. Si dF est la puissance émise par une source de rayonnement dans une direction θ et φ vers un élément récepteur d'angle solide dω, alors l'intensité énergétique grand I est égale à dF sur dω, avec dω étant égal à sinus θ fois dθ fois dφ. Et pour une source ponctuelle de rayonnement isotrope, on a l'intensité énergétique grand I qui est égale au flux énergétique divisé par 4π. Présentons quelques exemples d'intensité énergétique qui provient de différentes sources. Par exemple, une étoile présente un rayonnement isotrope. Ici, j'ai représenté l'étoile Sirius. Le flux énergétique de l'étoile Sirius est reparti sur 4π. De même pour une ampoule de 60 watts qui rayonne de façon à peu près isotrope, et donc le calcul donne la puissance de 60 watts divisé par 4π, ce qui donne une intensité énergétique de 4,8 watts stéradian-1. L'intensité énergétique dépend de la source. Le flux énergétique peut être concentré dans une direction. Par exemple, le rayonnement dans un faisceau, comme d'une lampe torche, présente une courbe d'intensité en cloche autour d'un angle φ0 et θ0. En revanche, le rayonnement issu d'un laser, d'un pointeur laser par exemple,
Rayonnement unidirectionnel présente une seule raie à phi 0 et θ 0. Le pointeur laser aura une seule longueur d'onde dans le visible qui en fait déterminera la couleur du rayon lumineux. Il y a maintenant deux mots pour définir la puissance émise par un élément de surface d'une source de rayonnement de surface totale, c'est l'émittance ou l'exitance. Donc c'est la puissance dF, petit d de f, émise par un élément de surface ds d'une source de rayonnement de surface totale grand S. Alors on a grand M est égal à dF sur ds. Et pour une source homogène, on a grand M est égal à grand F divisé par grand S, la surface totale. Alors un exemple, on prend toujours notre ampoule de puissance 60 watts, le rayonnement semble être émis par le bulbe sphérique de rayon petit r, et on a pris ici 2 cm, et l'émittance, grand M, en watts par mètre carré, vaut alors 60 watts divisé par 4pi r au carré, où r vaut 2 cm, soit 12 000 watts par mètre carré. Donc une émittance de 12 000 watts par mètre carré. La luminance énergétique ou radiance, c'est souvent ce dernier terme anglais qu'on utilise. C'est la puissance par unité de surface du rayonnement passant ou étant émis en un point d'une surface et dans une direction donnée par unité d'angle solide. C'est cette quantité fondamentale qu'on utilise pour étudier les spectres de mesure dans l'atmosphère, notamment pour mesurer les espèces chimiques. Cette quantité, cette luminance, va dépendre de la longueur d'onde et vaut L de lambda, où lambda est la longueur d'onde, est égal à D2 du flux en fonction de lambda sur ds fois d oméga fois cosinus θ. Définissons maintenant l'éclairement énergétique grand E, dont l'unité est le watt par mètre carré. C'est une partie du flux énergétique reçu par un élément de surface noté ici ds. Alors l'éclairement énergétique vaut grand E est égal à dF sur ds. Pour une source homogène et isotrope, chaque élément de la sphère réceptrice à la distance grand D de la source reçoit alors le rapport entre le flux énergétique total, grand F, et la surface de la sphère réceptrice, représentée par 4pi d au carré. Tout grand E est égal à F divisé par 4pi d au carré. Donc un exemple très simple, toujours le même d'ailleurs, celui de la lampe à filament. L'éclairement énergétique d'une ampoule de 60 watts à 2 mètres de distance vaut grand E est égal à 60 pour 60 watts divisé par 4pi fois 2 pour 2 mètres au carré. Et soit on trouve 1,2 watts par mètre carré. Définissons maintenant la quantité d'éclairement qui est en joules par mètre carré. C'est donc une énergie par unité de surface. Cette quantité vaut la somme de l'éclairement énergétique reçu pendant une durée ΔT. Alors on a l'éclairement énergétique grand Q est égal à l'intégrale de T jusqu'à T plus ΔT de E fois dt. Un exemple, toujours le même, avec notre ampoule de 60 watts, la quantité d'éclairement reçue pendant 1 heure, soit 3600 secondes, à une distance de 2 mètres, est donc de 60 pour 60 watts divisé par 4pi fois 2 au carré pour 2 mètres fois 3600 pour l'heure, et on trouve comme résultat 4300 joules par mètre carré, ce qui n'est pas négligeable. Mais quand même, les végétaux à feuilles caduques, des latitudes moyennes, sont souvent plus sensibles à la quantité d'éclairement journalière qu'à l'éclairement instantané. Les feuilles jaunissent tranquillement pendant l'automne. Un paramètre essentiel pour comprendre le bilan énergétique de la Terre, c'est le facteur de réflexion ou l'albédo, que l'on va appeler alpha dans toute cette vidéo. Tout d'abord, la surface reçoit, de par le Soleil, un éclairement énergétique, grand E, dont l'unité est le watt par mètre carré, et renvoie à un éclairement qui est l'éclairement réfléchi. Eh bien l'albédo, c'est le rapport entre la puissance réfléchie
est la puissance reçue par unité de surface pour une certaine longueur d'onde. En d'autres termes, cela représente respectivement l'éclairement réfléchi alpha fois E, où alpha est l'albédo, sur l'éclairement énergétique grand E que reçoit la surface de la Terre, le reste étant absorbé ou diffusé et représente 1 moins alpha fois grand E. Donc pour me répéter juste, donc le rapport entre l'éclairement réfléchi et l'éclairement énergétique, c'est l'albédo. Il n'est pas constant, comme on peut le voir sur ce diagramme, il est compris entre 0 et 1, ou on peut dire un pourcentage entre 0% et 100%. Par exemple, les surfaces d'eau, comme les mers ou de forêt, sont plutôt sombres, avec des albédos faibles, alors que la glace ou la neige, qui sont des surfaces réfléchissantes, ont un albédo plus fort. Il n'y a pas que les éléments sur la surface de la Terre qui ont des albédos différents. Les nuages aussi. L'albédo des nuages varie d'environ 0,1 à environ 0,8-0,9, selon en fait leurs caractéristiques microphysiques, comme par exemple l'épaisseur du nuage, l'angle solaire sur la surface du nuage, etc. Par exemple, les nuages bas et épais, exemple les stratocules, les stratocumulus, ont un albédo élevé de l'ordre de 0,7-0,8, alors que les nuages fins d'altitude, exemple les cirrus, ont un albédo plus faible qui varie entre 0,4 et 0,6. La Terre a un albédo planétaire moyen d'environ 0,3, mais on voit bien des différences considérables qui existent entre les différentes régions de la planète. Sur cette figure, on a mis chaque saison en 2002 qui est représentée ici. Les couleurs rouges et oranges montrent un albédo élevé, là où la surface est très réfléchissante, tandis que les bleus et les violets montrent des surfaces qui ont absorbé plus de lumière. Les valeurs sont plus fortes, notamment en hiver, par exemple ici en Amérique du Sud. La figure montre aussi que différentes régions de la Terre sont caractérisées par des albédos de surface différents. On verra ça après, juste après. L'albédo le plus élevé est atteint dans les zones couvertes de neige ou de glace, qui est hors code de couleur, et c'est en gris, ou là où il y a une forte concentration de nuages, ou à la fois des nuages et de la neige, et c'est toujours en gris, et c'est non quantifié ici. Par ailleurs, l'albédo le plus faible, représenté sur la figure par des couleurs sombres, caractérise les régions à faible albédo, qui, par conséquent, reflètent une quantité réduite de rayonnement solaire. Cela se produit évidemment en haute mer, où le rayonnement à ondes courtes pénètre dans l'eau, et dans les paysages forestiers aussi. Aussi, les changements saisonniers de végétation induisent des changements d'albédo. Par exemple, l'albédo des sols nus, par exemple les déserts, est bien supérieur à l'albédo sur la végétation. Ou encore, les activités humaines ont également un impact. Alors les albédos des zones agricoles, sur Terre, on l'a vu, l'albédo n'est pas homogène. Les forêts ont un albédo très faible, de l'ordre de 0,1, 0,2, tandis que la glace ou la neige ont un fort albédo, c'est-à-dire une forte réflectivité, c'est évident. Sur la gauche, on a représenté le couvert végétal, mesuré par satellite, où l'on voit bien les zones de forêt en vert, les zones désertiques en gris, et les zones, par exemple, de culture sont en rose. Il y a, en effet, si on compare au champ d'albédo, une forte correspondance entre cette carte de couvert végétal et celle de l'albédo représentée ici à droite. Le désert du Sahara a par exemple un albédo relativement fort et plus grand là que 0,5. Et la forêt en Sibérie, par exemple, a un albédo relativement faible de l'ordre de 0,1 à 0,15. En utilisant les images satellites, comme celle-ci, qui est une image météostat faite dans le visible, on peut retrouver une information sur l'albédo. Par exemple, dans la région sénégalaise, on voit bien le contraste entre l'océan Atlantique et l'Afrique, les côtes africaines, le Sénégal. L'absorption est plus forte sur l'océan coloré, plus foncé, montrant ainsi un albédo plus faible.
Même chose dans la région du Niger, où on revoit bien ce contraste entre terre et mer. On peut aussi visualiser les grands lacs, comme le lac Tchad, qui montre lui aussi un albédo faible, et pareil pour le long fleuve le Nil, que l'on voit très bien sur ce zoom. Sur un schéma simple, voici comment on peut représenter une planète avec un albédo faible, comme la Terre par exemple. Le rayonnement solaire arrive sur la Terre, sur la surface terrestre, et une seule petite partie du rayonnement est réfléchie, le reste étant absorbé. Dans le cas d'une planète à fort albédo, par exemple les planètes gazeuses, une grande partie du rayonnement qui arrive est réfléchie. Pour conclure sur l'albédo représente la réflectivité de la planète étudiée. C'est aussi la part du rayonnement réfléchi. Et enfin, l'albédo nous renseigne sur la quantité d'énergie solaire observée et réfléchie par la surface de la Terre. Et il est loin d'être homogène, comme on l'a vu, sur notre planète, avec des grandes différences entre les surfaces sombres et réfléchissantes, entre les forêts d'une part et les déserts ou la glace d'autre part. L'absorbance A mesure la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. A est égal à 1 moins l'albédo. L'albédo dépend de la longueur d'onde, donc l'absorbance aussi. Sur ce spectre d'absorbance, pour les plantes, on voit en fait que les plantes utilisent très peu la lumière jaune. En particulier, l'herbe a une absorbance dans le bleu et le rouge bien supérieure à celle du jaune. Et donc l'albédo correspondant est plus faible que celui dans le jaune. En fait, ce graphique reprend l'absorbance de la chlorophylle, qu'elle soit de la chlorophylle A ou B. Par ailleurs, l'absorbance et l'albédo dépendent aussi de l'incidence des rayons solaires. Par exemple, sur l'océan, par mer calme, les angles seront égaux pour l'incident et le réfléchi. On parlera d'albédo spéculaire. En fait, c'est analogue à un miroir. En revanche, par mer remontée, sombre, etc., il y aura des angles de réflexion diffus. On parlera d'albédo lambertien. L'absorbance mesure la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. Il vaut 1 moins l'albédo. C'est donc le pourcentage d'éclairement énergétique absorbé par la surface. Le comportement de l'absorbance est différent si on est dans le visible, l'infrarouge ou même les ultraviolets. Dans le visible, 70 à 75% du rayonnement solaire descendant est transmis par l'atmosphère. Par contre, le rayonnement thermique infrarouge remontant n'est transmis qu'à 15 voire 30%, de 15 à 30%. Une grande part de ce rayonnement infrarouge est absorbé par beaucoup d'espèces gazeuses ainsi que la vapeur d'eau. Le protoxyde d'azote, N2O, le méthane, CH4, l'ozone, O3 ou le dioxyde de carbone, CO2, principaux gaz à effet de serre, absorbent dans la bande de l'infrarouge. On mesure d'ailleurs tous ces gaz par des spectromètres depuis le sol, comme depuis l'espace, dans ces bandes infrarouges. L'ozone, si on regarde bien ces bandes, a une petite signature dans le visible, dans la même zone où la chlorophylle absorbe, ce qu'on a vu juste avant. Avec la diffusion de Rayleigh, on aura accès aux aérosols qu'on va plutôt mesurer dans l'UV, c'est-à-dire les ultraviolets, et le visible. La mesure de ces espèces gazeuses ou aérosols depuis l'espace, ça c'est une autre histoire, mais c'est super passionnant. Pour finir cette première partie de définition et en finir avec l'absorption, on peut dire que l'absorption, c'est la diminution de la puissance du rayonnement ou de l'éclairement énergétique lors de la traversée d'un milieu matériel semi-transparent. On peut aussi définir l'absorption vraie, c'est-à-dire c'est l'énergie du rayonnement incident qui est transformée en une autre forme d'énergie, comme la chaleur, l'énergie chimique, l'ionisation, etc. Par exemple, du café froid dans un bol transparent va absorber la lumière et va se réchauffer. Essayez-le et dites-moi si ça marche.
On peut aussi définir une deuxième absorption qui est l'absorption apparente, qui est l'énergie du rayonnement incident et transmise ou diffusée, par exemple par changement de direction de propagation de l'onde électromagnétique, par suite d'interaction avec les éléments du milieu traversé. Un exemple sur ça, par exemple du lait dans un bol transparent va diffuser la lumière et va se réchauffer moins que le café. Et, à mon avis, il doit falloir un thermomètre de précision pour faire l'expérience. Donc c'est fini pour cette partie de définition. La prochaine vidéo sera sur les lois du rayonnement.